Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Ardi Chaima. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super bien. Ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Euh, Comme toujours, je vous ai dit que nous avons différents réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez nous retrouver. Nous avons Facebook avec Ardi Chaima. Nous avons Instagram, Instagram un peu plus personnel, Hardy Curtis. Nous avons Twitter c'est Hardy Curtis, mais nous avons aussi un podcast. Le podcast, il parle de l'économie, il parle des problèmes sociaux, culturels que rencontre l'Afrique, l'Afrique noire et sa diaspora. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans l'économie, pourquoi il y a certains problèmes ici et là en Afrique, et dans cette diaspora, je vous conseille de taper sur Internet Hardy Chaima Podcast et vous allez être capable de regarder les, euh, les différents épisodes que nous avons faits qui parlent de comment se faire de l'argent, pourquoi investir, tous les problèmes qui minent euh, notre continent. Aujourd'hui, je vais m'aborder sur ce que moi j'appelle le problème, le problème de la société africaine, problème économique. Parce que lorsque nous regardons l'Afrique subsaharienne, nous constatons qu'il y a une pauvreté chronique dans la population, malgré le fait qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur l'Afrique subsaharienne. Je parle des investisseurs étrangers, je parle de, des dirigeants politiques, je parle des entrepreneurs qui viennent avec les fonds. Tout le monde se fait de l'argent, sauf les Africains qui sont sur place. Et hier, j'ai regardé un documentaire sur l'Afrique du Sud. C'est disponible sur YouTube. Et ce documentaire expliquait que la situation économique des Africains noirs durant l'apartheid n'a pas changé après l'apartheid. La pauvreté est toujours existante. Le taux de criminalité est là. Il y a des problèmes énergétiques, problèmes de courant, problèmes d'eau. Et pour tout Africain qui a vécu en Afrique, il sait très bien que nous avons toujours eu un problème d'énergie. Quand je parle d'énergie, il y a toujours un problème de distribution d'eau et d'électricité sur l'ensemble du territoire dans différents pays. C'est un problème qui persiste partout et même parmi des pays qui, euh, qui révèlent d'un standard différent comme l'Afrique du Sud, parce que lorsqu'on parle de l'Afrique du Sud, on pense à un pays africain qui a quand même atteint un niveau de développement qui n'est égal à aucun quand on compare l'Afrique subsaharienne. Mais malgré cela, elle rencontre des problèmes que l'Afrique subsaharienne en général rencontre. Et aujourd'hui, je vais expliquer, je vais développer pourquoi l'Afrique subsaharienne est toujours économiquement, quand je parle, là je parle de la population, malgré le fait que l'Afrique subsaharienne a un potentiel unique qui va la permettre de se développer en tant que continent, en tant que ensemble de pays, la population, la population qui est pour la plupart, pour la majorité jeune, n'arrive pas toujours à trouver de boulot, n'arrive pas toujours à exprimer leur potentiel intellectuel, artistique, sportif, tout simplement parce que nous avons échoué. Nous avons échoué dans l'organisation des infrastructures économiques, des infrastructures sociales, sociaux, autant pour moi, qui permettent à développer l'Africain partout là où il se trouve. Maintenant, je vais, comment dire, faire une anatomie de la société africaine et nous allons voir quels sont les problèmes que cette anatomie
possède. D'abord, je vais dire qu'il y a plusieurs couches économiques euh, qui existent. Pour beaucoup, on parle des plus riches, on parle de la classe moyenne, on parle des pauvres. Mais je crois que ce, euh, cette division de classe est un peu trop basique, un peu trop classique et un peu trop généralistique dans son ensemble. Je vais aller un peu plus dans les détails pour que nous puissions voir quel est le problème dans cette division de classe en Afrique. Donc, premièrement, nous avons ce que moi j'appelle l'élite. Nous avons une élite africaine. Et cette élite est composée de quoi? Cette élite est composée de la bourgeoisie politique, bourgeoisie économique et bourgeoisie sociale. Qu'est-ce que j'entends par bourgeoisie politique? J'entends par cela bourgeoisie politique tous tous les membres politiques qui ont accédé à un poste ministériel ou républicain. Je pense au président de la République, je pense à ses conseillers, je pense aux ministres, je pense aux députés, etc., etc. Parce que lorsque vous regardez les salaires de de cet ensemble politique, ils sont les mieux payés de tout le reste des habitants. Ce qui est impossible parce que lorsque l'on compare le salaire des présidents américains et le salaire de certains présidents africains, on se demande pourquoi certains présidents africains sont mieux payés que euh, les que un président américain, alors que comment dire, le prix intérieur brut de l'Amérique n'a rien à voir avec le prix intérieur brut de, de ces pays-là. Mais comment se fait-il qu'un pays riche comme les États-Unis, son président est moins payé qu'un pays pauvre en Afrique? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Mais cette bourgeoisie politique a créé, on va dire, un écosystème où c'est eux qui signent des contrats à l'aide de leurs amis, des contrats d'exploitation, des contrats économiques qui engendrent des millions de dollars parce que lorsque une compagnie de pétrole vient pour exploiter le pétrole, elle doit signer des contrats avec ces présidents-là, ces ministres-là. Ces présidents et ces ministres ont, je vais pas dire reçu d'argent, mais on va dire ont créé des partenariats où ces contrats les bénéficient. Et par la suite, ces membres politiques emmènent leurs amis d'affaires pour acheminer le contrat à sa euh, à, à son comment dire à sa complétion. Et les amis d'affaires des présidents, c'est ce que moi j'appelle les bourgeois économiques. Les bourgeois économiques, vous remarquerez que la majorité des grands hommes d'affaires ont toujours un lien sans précédent avec les présidents, les ministres, parce que en Afrique, vous ne pouvez pas faire des affaires sans avoir des connexions avec les politiques, parce que ce sont les politiques qui décident qui fait quoi dans le pays. Donc, le plus souvent, cette bourgeoisie économique est issue de la bourgeoisie politique. Souvent, ce sont des enfants de ces présidents qui créent des compagnies pour accompagner des compagnies étrangères dans l'exploitation de gaz, du pétrole, des minerais, etc., etc., etc. Et nous avons même vu, dans certains cas, des compagnies d'énergie qui signent des contrats avec des familles, je dis bien des familles politiques où le, la personne qui est chargée de développer la distribution d'eau et d'électricité a 60% des parts et la famille politique a 40 à 45% des parts. Eh oui. Donc, la bourgeoisie politique, la bourgeoisie économique sont tous les deux associés. On ne peut pas les dissocier parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Nous avons aussi ce que moi j'appelle la bourgeoisie sociale.
La bourgeoisie sociale, ce sont nos, nos chefs de village, nos rois, nos rois de village, nos rois de tribus, nos rois de cantons et tout cela. Pour moi, à la bourgeoisie sociale, c'est par le droit, on va dire, le droit de naissance. Donc, vous êtes né dans une famille, en guillemets, royale, ou vous êtes né dans une famille qui a eu un impact, un impact considérable dans la construction d'un pays, dans son économie, dans sa politique, etc., etc. Donc, nous avons l'élite que je viens d'expliquer. Et cette élite-là, ne, comment dire, elle reçoit de l'argent, mais son but n'est pas de créer de l'emploi. Son but est de s'enrichir. C'est ça son but premier. Par la suite, nous avons les nouveaux riches. Les nouveaux riches, c'est aussi une classe sociale qui, qui rentre dans cette classe sociale-là. Les nouveaux riches, nous avons les entrepreneurs, nous avons des businessmen. Dans ce cas-là, ces nouveaux riches qui sont, entre guillemets, entrepreneurs, ce sont ceux qui révolutionnent l'économie à l'aide d'innovation, à l'aide de nouvelles compagnies qui facilitent la communication, comment dire, le développement des finances, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies de finances qui sont créées, par exemple au Nigeria, par des jeunes Africains. J'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de compagnies qui de ciment, de logiciels qui sont créés par des entrepreneurs et des businessmen. Et lorsque ces compagnies créent, lorsque ces entrepreneurs créent ces compagnies-là, ils stimulent un développement, ils stimulent un renouveau. Un renouveau parce que grâce à eux, nous avons une facilité à se déplacer. Là, je prends l'exemple de Uber. Uber qui est ici une compagnie qui te permet c'est un peu comme un taxi, mais que tu as accès grâce à une application où tu peux demander un véhicule à tout moment. Je crois qu'il y a eu je veux pas dire des réplicas, mais il y a eu euh, la même idée qui a été déployée au Nigeria et dans certains pays où aujourd'hui en Afrique, grâce à une application, tu peux avoir accès à une voiture qui peut te déposer partout où tu veux être déposé. Ce sont les entrepreneurs qui aujourd'hui font partie des nouveaux riches. Par la suite, nous avons la classe moyenne. La classe moyenne est composée de quoi? La classe moyenne, pour commencer, c'est le cœur de l'économie. Parce que la classe moyenne est composée des docteurs, des administrateurs, des petites et moyennes entreprises, des ingénieurs, etc., etc. C'est eux qui font en sorte que l'économie fonctionne parce que grâce à eux, ces grandes compagnies-là qui sont créées fonctionnent proprement. Grâce à eux, nous avons des gens qui sont soignés dans les hôpitaux, nous avons des sous-traitants, etc., etc., etc. Donc la classe moyenne, c'est elle en fait qui est le cœur d'une économie parce que c'est elle qui travaille et c'est elle qui dépense et qui génère des profits qui sont redistribués dans la société. Par la suite, nous avons la classe intermédiaire. La classe intermédiaire, pour moi, personnellement, la classe intermédiaire, c'est celle qui forme la la classe moyenne. Elle est composée de quoi, la classe intermédiaire? La classe intermédiaire est composée d'infirmiers. Les infirmiers aident les docteurs qui sont dans la classe moyenne, aident les docteurs à faire leur boulot. Parce que le docteur ne peut pas être au four et au moulin. Donc, le docteur, il fait quoi? Il donne un diagnostic et c'est l'infirmière qui vient injecter et l'infirmière qui vient donner des updates par rapport au traitement que le docteur a donné. Donc, l'infirmière est nécessaire. L'enseignant. L'enseignant, c'est l'enseignant qui forme les ingénieurs, c'est l'enseignant qui forme les docteurs, c'est l'enseignant qui forme les têtes qui seront demain
issus de la classe moyenne ou des nouveaux riches, et quelquefois aussi de l'élite. Donc pour moi, la classe intermédiaire, les enseignants sont nécessaires par rapport à la formation de la nouvelle génération intellectuelle et dynamique d'un pays. Et par la suite, nous avons aussi les techniciens. Les techniciens, ce sont ceux qui accompagnent les ingénieurs. Les techniciens, ce sont ceux qui accompagnent les différents outils électroniques qui sont utilisés dans des grandes compagnies. C'est eux qui arrangent les téléphones, c'est eux qui arrangent les, les, les appareils électroniques, et c'est eux qui assistent les ingénieurs dans leur travail. Donc, cette classe intermédiaire est aussi très importante. Et l'autre classe que nous allons développer, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière est une classe qui est, on va dire, qui fait son travail de manière manuelle. La classe ouvrière est composée des peintres, des sculpteurs, comment on appelle ça, des, des gens qui construisent, qui font des briques, etc., etc. Leur travail est manuel. Leur travail est manuel. Et dans la classe ouvrière, nous avons aussi la classe paysanne. La classe paysanne est composée des jeunes ou des vieux qui vivent dans la campagne et qui font dans l'agricole de subsistance. Ils ont un petit champ où ils développent des avocats, où ils cultivent des avocats, des mangues, et ils revendent ça au quartier ou en ville. C'est euh, des, c'est de l'économie de subsistance. Ils sont en fait, et leur économie est reliée à celle de la terre. C'est ce que la terre produit qu'ils vendent. C'est pourquoi j'ai appelé cette classe la classe paysanne. En dernier, nous avons la classe, la classe, la classe au chômage chronique. La classe au chômage chronique, ce sont ceux qui ont du mal à trouver le boulot, ou ceux qui trouvent un boulot, mais de manière temporaire, mais qui, la majeure partie du temps, restent sans boulot. Voilà un peu l'anatomie des classes africaines que l'on retrouve dans plusieurs États en Afrique. Maintenant, où se trouve le problème dans ces classes? Dans ces classes, il y a un problème parce que la classe au chômage chronique a le plus grand pourcentage de la population, qui est le plus souvent jeune. Les jeunes en Afrique, aujourd'hui, ont du mal à trouver un boulot ou à garder un boulot pendant 10, 15, 20, 30 ans. Pourquoi ils ont du mal à trouver un boulot pendant 10, 20, 30 ou 40 ans? Tout simplement parce que les nouveaux riches, les entrepreneurs ne sont pas assistés économiquement pour élargir leurs activités. Pourquoi ils ne sont pas assistés économiquement pour élargir leur activité? Tout simplement parce que l'élite qui est la bourgeoisie politique et économique, ne partage que les opportunités disponibles, des opportunités, des opportunités économiques disponibles entre eux-mêmes. Ils se partagent ces opportunités entre eux-mêmes ou avec des investisseurs étrangers. Mais le problème qui est là, c'est quoi? L'investisseur étranger, son but n'est pas de réduire le chômage. Son premier but est de faire le profit. Et le plus souvent, dans ces investisseurs étrangers, ils sont focalisés dans l'exploitation. Ils ne sont pas spécialisés dans la fabrication et dans la création d'usines. Donc, lorsqu'ils viennent pour exploiter le bois, le manganèse, tout ce que vous voulez, ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qui souvent n'est pas trouvée sur place
dans le pays africain. Donc, ils amènent cette main-d'œuvre-là. Et par la suite, on remet des boulots manuels, des boulots qui ne sont pas bien payés à la population. Alors que ce n'est pas comme ça que cela devra se passer. Qu'est-ce qui devrait se passer? Normalement, l'élite, qui est la bourgeoisie politique, économique et sociale, doit investir dans la population en donnant accès aux entrepreneurs locaux des opportunités de se développer. Parce que lorsqu'ils donnent accès aux entrepreneurs locaux l'opportunité de se développer, ces entrepreneurs auront accès à des fonds qui vont pouvoir élargir leurs activités. Ces activités vont devoir demander de la main-d'œuvre qu'ils vont trouver sur place. Et cette main-d'œuvre devra être qualifiée. Donc, ils vont devoir développer des centres de formation par rapport à l'industrie que ces entrepreneurs ont décidé de développer. Mais cela doit être un travail coordonné et un travail d'ensemble. Chacun vient mettre sa pierre à l'édifice. Mais nous ne voyons pas ça. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'élite qui, avec leurs différents accords, leurs différents contrats, soutirent de l'argent et le gardent pour eux. Les nouveaux riches, les entrepreneurs qui ont du mal à développer leurs activités, donc ils restent à un niveau bien déterminé. Nous avons une classe moyenne qui ne grandit pas, qui n'a pas un fort taux de pouvoir d'achat parce que si nous n'avons pas un agrandissement des business locaux, parce que l'agrandissement des business locaux va apporter quoi? Va apporter une plus-value qui va être ressentie dans le salaire parce que les salaires vont augmenter, parce que les profits des entreprises vont augmenter. Et à cause de ça, nous pourrons maintenant, grâce à ces profits-là, investir dans l'enseignement qui va permettre à maintenir cette croissance-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que on parle de développement, mais on ne peut pas parler de développement sans investir dans l'éducation. Aujourd'hui, lorsque vous voyez l'éducation à l'américaine, elle est parmi les meilleures. Pourquoi? C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'éducation américaine est parmi les meilleures parce qu'ils investissent beaucoup d'argent. Ils investissent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous avez des budgets et des épargnes de ces établissements qui font quelquefois le PIB de toute une nation. Je prends l'exemple de Harvard. Harvard, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vraiment euh, les, euh, les données sur place. Mais laissez-moi vérifier. OK. Par exemple, lorsque vous comparez Harvard, vous avez des donations qu'on donne à Harvard qui s'avoisinent à 50 milliards de dollars. Juste en donation. Juste en donation. 50 milliards de dollars. Et partout, vous allez remarquer que dans les différentes universités américaines, ils ont des donations qui sont vertigineuses. Je vous pose la question. En Afrique, dans les universités, des donations s'avoisinent à combien? Pourquoi ces donations en Afrique, en Amérique est tellement élevée? Parce que ces établissements ont participé à la formation des futurs entrepreneurs et des futurs businessmen qui ont développé leur business et acquis une certaine fortune. Aujourd'hui en Afrique, l'économie africaine, je parle bien, l'économie africaine n'est pas dans les mains des Africains. L'économie africaine sont dans les mains des politiques qui le partagent avec leurs amis et avec des investisseurs qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Nous devons
décider à qui revient la responsabilité de développer l'Afrique. Et souvent, quand on parle de développer l'Afrique, j'ai l'impression que l'on oublie quelque chose. L'Afrique est un concept. C'est l'Africain qui est sur le terre, sur la terre, qui représente l'Afrique. Donc, pour développer l'Afrique, nous devons développer les populations. Nous devons développer l'individu africain. Nous devons développer l'individu africain en lui donnant toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse exprimer son potentiel, exprimer son don, exprimer ses qualités. Mais lorsque les politiques, la bourgeoisie africaine n'a pas idée de développer sa population, mais a pour idée de seulement s'enrichir, nous causons un problème qui n'aura jamais de solution. Parce que construire des immeubles, c'est bien. Construire des stades, c'est bien. Mais est-ce que la population a accès à des boulots? Comme j'ai toujours dit dans mes anciens épisodes, le président américain, il est jugé par rapport au nombre de boulots qu'il apporte dans la société américaine. Aujourd'hui, dans la société américaine, le taux de chômage est de 5%. Donc, ça veut dire que 95% de la population travaille. En Afrique, il y a combien de pourcentage, il y a combien de populations qui sont dans le chômage? Il y a combien de pourcentage de la population qui est dans le chômage? On n'a pas des données exactes, mais je vais vous dire ça parce que j'ai vécu. La majorité des jeunes entre 18 ans et 30 ans n'ont pas un travail stable. Parce qu'il n'y a pas d'industrie. Parce qu'il n'y a pas de compagnie locale. Et aussi tout simplement parce que nous ne faisons pas dans la fabrication. Notre, notre économie se repose sur l'économie de service. Quand je parle de l'économie de service, je parle des télécommunications. Je parle des banques. Donc, on est toujours dans ce que moi j'appelle économie de service de transaction. Nous sommes dans la transaction parce que dans les télécommunications, les compagnies de télécommunications ne sont pas les nôtres. Dans les assurances, les compagnies d'assurance ne sont pas les nôtres. Dans la route, les compagnies qui viennent construire les routes ne sont pas des nôtres, etc., 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 etc. Aujourd'hui, l'économie africaine doit se, doit se construire, doit se renforcer. Mais comment elle se renforce? Elle se renforce en créant des compagnies qui vont engager des populations à grande échelle. Et on doit, je ne vais pas dire s'écarter, non, mais on ne peut pas laisser notre économie que dans l'exploitation des minéraux, l'exploitation du pétrole et des gaz. Non, 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 non. On doit se focaliser dans la fabrication, dans la production industrielle, dans la production agricole industrielle. Parce que j'ai remarqué aussi que nous avons des terres, mais nous ne connaissons pas encore faire de la production industrielle. Et nous importons tout. Mais lorsque nous importons tout, cela coûte de l'argent que nous n'avons pas. Donc pourquoi enrichir des agriculteurs d'autres pays lorsque l'on peut enrichir les agriculteurs de notre pays? Pourquoi pas? Nous devons sécuriser les agriculteurs de notre pays en investissant dans leurs activités. Aujourd'hui, la terre africaine est l'une des terres les plus, euh, j'ai oublié le nom en français, mais ces terres ont des grands rendements, mais qu'on n'utilise pas.
Nous avons des gens qui veulent travailler dans l'agriculture, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas. Quelquefois, en tant qu'élite africaine, nous devons faire attention au type de contrat que l'on signe. C'est pas parce qu'on te présente 500 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA, 1 milliard de francs CFA que le deal il est bon. Parce que quelquefois, en signant des contrats, nous vendons le futur de nos enfants, nous vendons le futur de l'Afrique, et après, nous nous complaignons que, voilà, nous sommes riches à cause de la France, nous sommes riches. Non, parce que la France, après, bien sûr, l'indépendance et ce qu'ils ont fait avec la France-Afrique, aujourd'hui, personne ne force l'élite politique de signer n'importe quel contrat. Ils le font de leur propre gré. Aujourd'hui, l'élite africaine signe les contrats de leur propre gré. Donc, c'est à la conscience de l'élite africaine de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, à part m'enrichir. Et la politique ne peut pas être le seul moyen d'enrichissement d'une population ou ou d'un groupe de personnes. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous faites en sorte que les jeunes qui viennent après vous ne visent que la politique parce qu'ils savent que c'est dans la politique qu'il y a l'argent. Alors que c'est dans l'activité humaine qui se représente dans le business, qui fait en sorte que l'argent existe. C'est l'activité humaine qui crée l'argent. Ce n'est pas les politiques. Mais parce que on a ostracisé les jeunes qui veulent faire quelque chose, maintenant, les jeunes qui nous regardent, qui voient que, oh, mais quand je suis ministre, je conduis une belle voiture, j'ai une belle maison, je vis bien. Pourquoi ne pas être ministre? Parce que tout simplement, tout l'argent qu'un pays génère n'est que partagé que parmi l'élite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Je parle de ça tout simplement parce que je suis fatigué de voir des frangins qui pensent que c'est à l'extérieur de l'Afrique qu'il y aura une solution. Mais c'est lorsque je suis parti à l'extérieur que j'ai compris qu'il n'y a rien de tel que de vivre chez soi, à l'aise. Et la partie d'être à l'aise là, on n'a jamais été à l'aise depuis que la traite négrière a existé. On n'a jamais été à l'aise. Quand je parle, on n'a jamais été à l'aise, je parle de manière globale. Il y a toujours eu un petit groupe qui a été à l'aise et un grand groupe qui souffre. On ne peut pas aller dans 2030 comme ça. Et je vais vous dire une chose aussi. J'ai lu, euh, j'ai lu un article sur le Wall Street Journal. Je lis souvent parce que c'est bien de lire. Et, en parenthèse, en tant qu'Africain, je comprends qu'on aime se divertir, on aime danser, mais cela ne peut pas consister à à notre activité principale. Parce que nous sommes ostracisés par l'économie, par la société mondiale. L'Africain aujourd'hui n'a pas sa place dans le monde. Et il doit la reconquérir, pas par la force, pas par les armes, mais par l'intellect. Et il est important pour chaque Africain de comprendre ça et de se mettre au travail à son niveau, mais de développer son intellect. Tu dois comprendre ce qui se passe dans ton pays, tu dois comprendre ce qui se passe dans le monde, tu dois comprendre ce qui se passe en Europe, en Amérique. Tu ne peux pas juste être là, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu connais, lorsque Cardi B est enceinte, tu connais les noms de Kofi Olomide, les noms des filles de Kofi Olomide, tu connais le prochain concert de Fally Ipupa, mais tu ne sais pas la raison pour laquelle tu ne peux pas évoluer économiquement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et comme je disais, il n'y a rien de tel que de vivre chez soi parce que j'ai vécu chez les autres. Et j'ai remarqué que l'Américain ne va jamais aller chercher le bonheur dans un autre pays que dans le sien. Mais nous, Africains, nous essayons d'aller chercher le bonheur dans les pays des autres. Mais on ne trouve pas. Parce qu'une fois que tu arrives dans le pays des autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font travailler. Pour tout ce que tu as, ils te font travailler. L'économie, là-bas, est, c'est compliqué. Si tu n'apportes pas quelque chose de spécial, tu es en bas. Et tu dois faire face au racisme, tu dois faire face aux discriminations, tu dois faire face à beaucoup de choses juste pour vivre. Ce n'est pas normal de faire face à tout ça juste pour vivre.
Ce monde a été créé pour tout le monde. Ça n'a pas seulement été créé pour des gens qui ressemblent à quelque chose. Non, ça a été créé pour tout le monde. Blanc, jeune, vieux, jeune, tout ce que vous voulez être. Ça a été créé pour vous. Et on a le droit de poursuivre notre bonheur. En tant qu'Africain, on a le droit de poursuivre notre bonheur. On ne peut pas juste aller chercher le bonheur chez autrui, mais nous avons le droit de chercher le bonheur dans notre pays. Nous avons le droit de chercher le bonheur dans notre continent. Parce qu'aujourd'hui, nous fuyons notre continent pour aller ailleurs. Mais, les opportunités sont chez nous. Mais nous n'avons pas les yeux pour les voir parce que on ne nous a jamais entraînés, on ne nous a jamais éduqués à voir de la valeur dans notre race, dans notre culture, dans notre religion, dans notre pays et dans notre continent. C'est comme si on nous a aveuglés. Et c'est pourquoi nous partons ailleurs. Mais c'est quand on part ailleurs qu'on se rend compte que on a été trompé. Et je parle de ça parce que la télévision, les réseaux sociaux, ce n'est que une partie du iceberg. Mais lorsque vous essayez de comprendre comment les choses fonctionnent, ça vous ouvre les yeux et ça vous donne un jugement précis qui va vous aider à avancer. Pas comme un enfant, mais comme un adulte qui comprend comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, l'Africain a le potentiel de faire des grandes choses. Maintenant, il doit se donner le droit de le faire. Là, je parle à la bourgeoisie, à l'élite. Vous n'êtes pas bourgeois pour nous montrer votre argent. Vous êtes bourgeois pour donner des opportunités à tout le monde d'avoir accès à une vie normale, à une vie idéale. Parce que ce n'est pas 5, 6, 7 milliards qui va garantir votre bonheur. Ce n'est pas le cas. Et là, je parle parce que dans un pays que je ne citerai pas le nom, nous avons découvert des milliards de dollars, des milliards de francs CFA, 1 milliard, 2, 3 milliards de francs CFA, cachés dans les maisons. 1, 2, 3, 4 milliards cachés dans les maisons. Et ces gens faisaient partie de l'élite politique. Vous avez 4, 5 milliards cachés dans les maisons. Pourquoi? Pourquoi ne pas les mettre dans les banques? Pourquoi ne pas faire travailler cet argent pour faire travailler la population qui chôme? Pourquoi ne pas investir? Et c'est ça le problème. Nous pensons que l'argent n'est qu'issu que du vol. Non. L'argent, c'est l'activité humaine. Quand tu investis dans l'activité humaine, tu as un retour sur ton investissement. C'est comme ça que l'argent fonctionne. Et aujourd'hui, l'élite économique, l'élite politique ne comprend pas ça. Que c'est en investissant notre argent dans la population que nous aurons un retour, que nous aurons une économie forte, que l'économie va grandir et va permettre à l'Africain de vivre décemment dans son pays sans avoir à envier d'autres pays. Et je le dis parce que je le pense réellement. J'ai vécu ici aux États-Unis, j'ai vécu en Afrique, et je le dis clairement que l'Afrique a plus de ressources, a plus de potentiel que l'Amérique. Parce que l'Amérique a des problèmes. L'Amérique a ses problèmes. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez pas découvrir ces problèmes-là. Si vous ne vivez pas ici, vous n'allez pas découvrir ces problèmes-là. Pour vous, l'Amérique sera Cardi B, 50 Cent, P. Diddy. Et moi, je vous le dis clairement. Cardi B, 50 Cent, P. Diddy ne représentent pas la population noire américaine. Ce sont des gens qui ont été pris pour représenter le symbole du capitalisme. Parce que ces gens-là ne nous enseignent rien à part de dépenser notre argent et de nous faire sentir mal par rapport à notre situation. Je répète, ces gens, Cardi B, 50 Cent, Lil Baby, The Baby, tout ça, ils sont juste là pour nous projeter une image du capitalisme qui est malsain.
cette image du capitalisme est très malsaine parce que au lieu de nous pousser à réfléchir, à comprendre comment développer nos facultés pour avoir un rendement économique et vivre bien, ils nous disent, oui, faut acheter Adidas, faut acheter des Birkin bags, faut acheter la Lamborghini pour vivre bien. Non, le bonheur ne se trouve pas dans du matériel. Le bonheur se trouve dans la réalisation de soi. Mais pour que nous puissions nous réaliser, nous devons avoir des ressources nécessaires pour se réaliser. Nous devons avoir un suivi nécessaire pour se réaliser. Nous devons avoir des politiques nécessaires pour se réaliser. Et lorsque l'on le fait, on n'a pas à envier parce que tu vis bien. Aujourd'hui, les locaux de Dubaï, ils n'ont rien à envier, même si les locaux de Dubaï sont pour la majorité riches, et la majorité des travailleurs sont des immigrants. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons construire notre paradis sur Terre. On n'a pas besoin de mourir pour connaître c'est quoi le paradis. Nous pouvons construire notre paradis sur Terre en ayant de la volonté et en travaillant ensemble. Et je dirais que c'est bien de prier. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux d'agir ensemble. Et nous devons comprendre que l'économie, ce n'est pas je fais ma chose à côté, non. L'économie, c'est que tu fais quelque chose qui est utilisé et apprécié des autres qui t'entourent. Et quelquefois, tu as besoin des talents, des compétences des autres pour achever un objectif qui est proche à toi. Parce que tu ne connais pas tout, tu n'es pas expert dans tout. Et lorsque tu crées une compagnie, ce n'est pas parce que tu crées la compagnie que tu connais tout. Tu crées la compagnie parce que tu as une vision que Dieu t'a placée. Et cette vision-là demande des compétences. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des économistes, on a besoin des managers, on a besoin des secrétaires. Et par ta vision, tu fais travailler des gens, tu fais nourrir des familles, tu, tu accordes, tu accordes une opportunité à une nouvelle génération d'Africains de se former. Tu n'es pas chef d'entreprise pour commander. Tu n'es pas chef d'entreprise pour martyriser les gens. Tu n'es pas chef d'entreprise pour maltraiter. Parce que j'ai remarqué ça chez nous en Afrique. Les chefs d'entreprise, pas tous, mais certains, sont là pour maltraiter les employés. Je suis chef, je commande, tu fais ce que je te dis ou tu sors. Non. Être chef est une responsabilité. Être un leader, c'est une responsabilité. Parce que c'est grâce aux leaders qu'un peuple s'en sort. C'est grâce aux leaders qu'un peuple se développe. Et pour ceux qui aiment lire la Bible, vous verrez que il y a toujours eu un leader pour aider le peuple d'Israël. Et nous avons un problème en Afrique. Nous ne savons pas former des bons leaders qui ont cette envie de d'aider le peuple, d'aider leurs employés à être les meilleurs. On a un problème de leadership. Et ce problème doit être adressé. Et je l'adresse maintenant. Être un leader, ce n'est pas être un dictateur. Être un leader, ce n'est pas être quelqu'un qui commande. Être un leader, c'est quelqu'un qui articule une vision. Pourquoi je vais travailler pour toi? Tu dois pouvoir m'expliquer cette raison-là. Tu ne peux pas venir être un leader juste pour t'enrichir toi et appauvrir les autres. Tu n'es pas un leader, tu es un ennemi de la nation. Et aujourd'hui, si on n'adresse pas ce problème de leadership africain, on ne va jamais s'en sortir. On va toujours prier, on va toujours immigrer. L'Afrique, si ça continue comme ça, l'Afrique ne sera pas à nous. Parce que nous n'avons pas d'argent. Et ceux qui auront l'argent vont venir acheter l'Afrique. Et nous allons louer. Et si on le fait, on sera l'un des peuples les plus misérables au monde. Je le répète, si on laisse à ce que l'Afrique soit achetée par d'autres, on sera le peuple le plus misérable au monde. Avez-vous vu un peuple sans terre? Ah, comment ils vivent? Un peuple sans terre, un peuple sans pays. Il faut que l'on prenne les choses au sérieux. Il faut que l'on évolue notre manière de penser. Sans cela,
ce sera des problèmes. Merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez apprécié. Allez, on se voit. À plus. See you soon.